Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, le reflet de la mosaïque culturelle de Montréal depuis plus de 40 ans. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs, ravi de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, on a un programme diversifié, on parlera des actualités politiques canadiennes, la semaine québécoise de rencontres interculturelles et la semaine de l'action communautaire autonome avec un aperçu sur l'accessibilité à la justice. Mais avant tout, on commence avec M. Boulris, député de Rosemont, la petite patrie, à la Chambre des communes, pour faire un petit tour sur les actualités politiques canadiennes. M. Boulris, bonjour. Oui, bonjour, M. Baron. Alors, c'est pas les nouvelles qui manquent d'Ottawa. Non, je suis un peu occupé ces temps-ci. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais c'est assez mouvementé. Exactement. Alors, on a choisi quelques questions pour vous, ce qu'on a pensé peut-être pertinent d'aborder puis de voir avec nos auditeurs. Ma première question, le NPD, votre parti a soutenu le gouvernement de Justin Trudeau dans le vote de confiance pour éviter des élections anticipées. Quels sont les engagements que vous avez exigés et obtenus du gouvernement? Oui, bien, depuis le départ, le NPD et avec Jack Meeting, on a eu une approche constructive où on essaie d'aller obtenir des gains pour les familles, les aînés, les étudiants, les travailleurs, les travailleuses. Et on avait dit à ce moment-là, et on a obtenu beaucoup de choses dans les derniers mois, notamment sur l'extension de la PCU, la prolongation pour les personnes handicapées, pour l'obtention de la PCU pour les travailleurs autonomes, les pigistes, les travailleurs à temps partiel. C'est des gains importants pour nous, mais on avait dit pour ce discours du trône qu'on avait deux exigences qui étaient fondamentales, c'est-à-dire on voulait accorder à tous ceux qui n'ont pas accès à des journées de maladie et qui pourraient avoir des symptômes de la COVID-19, de pouvoir avoir accès à des journées de maladie. Et la deuxième chose, c'est que la nouvelle prestation de relance économique était prévue à 400 $ par semaine. On a voulu l'augmenter à 500 $ par semaine. Alors, on a obtenu les deux. On a obtenu les 10 jours de maladie qu'on voulait avoir pour les gens qui soit ont des symptômes de la COVID-19 ou des conditions préalables ou un système immunitaire déficient. Et on a obtenu également la bonification de la prestation de relance économique à 500 $ par mois, par semaine, je veux dire. On a obtenu les deux, alors ce qui nous permettait de accorder notre confiance au discours du trône parce que on avait nos deux conditions avaient été réunies. Donc c'était une belle victoire. Parfait. Les premiers ministres des provinces, le Québec inclus, et des territoires demandent à l'unanimité au gouvernement de faire un transfert canadien en matière de la santé sans condition, avec un objectif d'atteindre plus pour 35% des dépenses en santé. Quelle est votre opposition au nouveau Parti démocratique? On est tout à fait d'accord avec cette revendication-là du Québec et de l'ensemble des provinces. Le fédéral ne fait pas suffisamment, fait pas sa part pour financer les systèmes de santé. Puis on a vu à quel point ça avait des conséquences quand il vient le temps de parler des conditions de travail, que ce soit des salaires ou alors des horaires des gens, que ce soit des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires. Donc, le fédéral doit en faire plus. Il a déjà fait plus dans le passé. Malheureusement, les conservateurs de Stephen Harper avaient coupé en fait les hausses dans les transferts de santé aux provinces. Et puis, les libéraux de Justin Trudeau ont poursuivi les mêmes politiques que les conservateurs par la suite. C'est pas assez connu, mais il faut le dire parce que c'est vrai. Ils ont continué exactement la même chose. Alors oui, une bonne partie des réponses à la situation qu'on a actuellement vient du fait qu'il faut que le fédéral transfère plus d'argent aux provinces en santé. Mais
nous, au NPD, on dit aussi que une partie de la réponse vient aussi du fait qu'on ne devrait pas avoir trop de privatisation de nos soins de santé. Et on a vu avec le CHSLD Heron à Dorval, dans l'ouest de l'île de Montréal, à quel point ça peut être problématique quand on a un système où on essaye de faire de l'argent avec des soins pour les personnes âgées puis les aînés, parce qu'on a tendance à tourner les coins ronds. C'est pour ça qu'au NPD, on dit il faut avoir plus de transferts en santé, mais il faut également avoir des objectifs, puis des principes, puis des valeurs qui nous donnent, qui permettent de dire qu'on veut traiter les aînés dans la dignité et qu'on veut pas avoir des situations comme on a vu dans le CHSLD Erin, où les gens étaient mal nourris, déshydratés, laissés par terre parfois, ou alors sans bain, ou alors dans leur couche pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Il faut avoir des normes qui sont plus élevées que ça, et il faut aider les provinces pour atteindre ces normes-là. Mais vous savez que la vision en matière de la santé, elle est différente entre le fédéral et le gouvernement du Québec, au point que le Premier ministre Justin Trudeau a proposé de nationaliser le CHSLD. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas au point de vouloir nationaliser les CHSLD, mais on est plutôt sur le fait qu'on ne devrait pas faire des profits avec les soins pour nos personnes âgées puis nos aînés, puis on devrait avoir un minimum de services qui soient accessibles à tout le monde. Et là, je veux pas rentrer dans un débat puis une bataille de juridiction avec l'article 91 de la Constitution canadienne de 1867. C'est à qui à faire ça exactement? Je pense que tous les paliers de gouvernement doivent travailler ensemble pour assurer des soins de qualité à toutes nos personnes âgées puis nos aînés. C'est une question de dignité. C'est plus une question de dignité qu'une question de champ de compétences. On reste toujours avec les personnes âgées. Que pensez-vous de l'augmentation décidée par le gouvernement fédéral de la pension de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenus garanti qui ne représente que 1,52 $ de plus par mois pour le trimestre d'octobre à décembre 2020? Est-ce que le MPD il mettra cette question comme un enjeu prioritaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est sûr que on comprend très bien le gouvernement qui fait une annonce en disant « Hey, je suis en train d'augmenter la sécurité de la vieillesse et les prestations que je donne aux personnes âgées », mais quand on regarde les chiffres, puis vous avez absolument raison, c'est dérisoire. C'est dérisoire par rapport à la situation actuelle, par rapport à l'augmentation des coûts puis des prix pour juste se nourrir, juste faire l'épicerie, c'est beaucoup plus que ça. Alors, nous ce qu'on propose, c'est une augmentation beaucoup plus substantielle pour la sécurité de la vieillesse puis le supplément de revenus garantis. Mais également, on travaille sur plusieurs fronts en même temps au NPD. On veut également protéger les pensions des travailleurs et des travailleuses. On l'a vu dans le cas de Sears, par exemple, il y a quelques années, où les pensions n'étaient pas bien protégées, puis c'était les créanciers, les banquiers qui passaient en premier. Nous, on veut que ce soit les retraités puis les travailleurs travailleuses qui passent en premier. Donc, cette annonce-là est plus une espèce de coup d'éclat médiatique, mais qui n'a pas un réel impact dans la vie, malheureusement, de nos aînés puis de nos personnes âgées. C'est, à notre avis, nettement insuffisant et on doit faire plus. Vous, personnellement, vous avez parlé constamment de la culture qui est gravement touchée par la pandémie. Pensez-vous que le soutien du gouvernement est assez ou bien il faut faire plus? Non, il faut faire plus parce que je suis porte-parole en culture pour le NPD et puis en ce moment, ce qu'on voit, c'est que tous les artistes qui gagnaient leur vie, là, je dis vraiment pas de manière faramineuse, là, mais qui gagnaient leur vie avec des spectacles, des prestations, des performances qui étaient au théâtre ou en musique ou alors en danse. En ce moment, il n'y a plus rien. Là. Et même quand les salles étaient rouvertes, c'était ridicule parce qu'on peut pas gagner sa vie, on peut pas avoir un spectacle qui est rentable si on a juste 25% de sa salle qui est pleine. Alors,
le gouvernement fédéral fait pas assez pour ce qu'on appelle les arts vivants, l'ensemble de ces arts-là, et il se réfugie un peu derrière les prestations qui sont données un peu à tout le monde, c'est des bonnes prestations en général, mais pour les arts et la culture, le problème, c'est que, comme un peu pour la restauration, ces gens-là, peut-être que si ça dure encore 6 mois, ils vont devoir se trouver d'autres choses d'ici là. Donc, est-ce qu'on aura encore des artistes et des artisans, des techniciens disponibles dans 6 mois pour être capable de relancer tout le monde du spectacle? En ce moment, on n'a pas de programme ciblé, on n'a pas d'aide qui est directe, et c'est extrêmement difficile pour ces gens-là d'envisager l'avenir. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en ce moment, ils envisagent de faire d'autres choses de leur vie, de réorienter leur carrière. Et ça risque de faire un trou énorme dans notre culture au Québec. Il y a un enjeu qu'on ne peut pas ne pas en parler, c'est le racisme. Quoique le gouvernement fédéral a reconnu, a dénoncé le racisme systémique, savez-vous s'il y a un plan d'action gouvernemental, si oui ou non, quelle est votre stratégie au niveau de NPD pour contraindre le gouvernement fédéral et déployer un plan d'action concrète pour mettre fin au racisme systémique? C'est sûr que nous, au NPD, on dénonce le racisme systémique, puis on admet que c'est une réalité, et on demande des actions concrètes du gouvernement fédéral. Mais malheureusement, en ce moment, avec Justin Trudeau, on n'a que des discours et des mots, et pas beaucoup d'actions. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a un conflit en ce moment en Nouvelle-Écosse à propos des pêches, la pêche du homard, qui met en conflit les Micmacs qui ont des droits ancestraux et reconnus des droits constitutionnels sur une pêche modérée de survivance, et des pêcheurs blancs qui, eux, disent c'est pas correct parce qu'ils pêchent à l'extérieur de la période. Et je pense que les Micmacs ont parfaitement raison et leurs droits doivent être défendus puis reconnus, mais on a une police là-bas, la GRC, qui ne fait absolument rien, qui regarde ailleurs et qui laisse des actes de vandalisme se perpétrer contre les propriétés des pêcheurs Micmacs. Et ça, c'est un exemple de racisme systémique. Puis le gouvernement libéral ne fait pas ce qu'il doit faire, il ne fait pas preuve de leadership. Un autre exemple, le tribunal des droits de la personne, depuis quelques années, a donné un jugement pour dire qu'il devrait avoir des compensations pour les enfants autochtones au pays qui ne reçoivent pas équitablement des services de santé, des services sociaux à cause du manque de services publics qui sont offerts dans les réserves des communautés autochtones. Et le tribunal a dit au gouvernement fédéral, vous devez donner des compensations financières aux communautés autochtones, et le gouvernement libéral de Justin Trudeau va en cours, paye des avocats avec nos taxes et nos impôts pour contester le jugement du tribunal des droits de la personne contre les enfants autochtones. Et c'est complètement contradictoire avec tout le discours sur la réconciliation puis le traitement de nation à nation. Alors, nous, à NPD, ce qu'on veut, c'est que la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soit inscrite dans l'ensemble des lois fédérales, soit considérée comme une loi pratiquement quasi constitutionnelle, ce que mon ancien collègue du NPD, Roméo Sagaras, avait proposé à la Chambre des communes. Et ça permettrait d'engager un processus où on fait plus que des sommets et des discours puis des conférences, mais que l'ensemble de la législation canadienne va être dans le sens d'une véritable réconciliation puis d'acceptation des droits des peuples autochtones. C'est ça le plan de match du NPD, avec des collègues de Inuit comme Mumilak Kakak, qui est notre député du Nunavut, ou Léa Gazan de Winnipeg, qui est une fière représentante des Premières Nations à la Chambre des communes. Merci. Monsieur Boulris, juste dans une minute, s'il vous plaît, selon vous, y a-t-il un groupe ou des secteurs oubliés de la part du gouvernement, même avec l'aide multipliée aux différents secteurs? C'est en une minute, c'est un peu compliqué. Je vous dirais,
Probablement, en ce moment, tous les gens qui ont des problèmes de santé mentale puis de toxicomanie sont assez oubliés par l'ensemble des gouvernements et c'est difficile de les rejoindre et c'est une période extrêmement difficile pour ces gens-là qui manquent de ressources et je pense qu'on devrait tous comme société puis communauté, mais également les gouvernements, en faire plus pour tendre la main avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale en ce moment parce que la période est difficile. Merci beaucoup et j'espère vous revoir la prochaine fois. Merci. Bonne journée. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Direct de 102.3 FM avec le programme de Racine. De 19 au 25 octobre, c'est la semaine québécoise de l'action communautaire autonome. Pour en parler, j'ai au téléphone Madame Marie Simard, directrice générale de la Confédération des organismes familiaux de Québec et membre du conseil d'administration de la RKAK. Madame Simard, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Baron. Alors, comme j'ai dit, de 19 au 25 octobre, le réseau québécois de l'action communautaire autonome coordonne l'organisation de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. Avant peut-être d'en parler, pouvez-vous nous présenter la mission et les objectifs de ce réseau? Oui, le réseau québécois de l'action communautaire autonome regroupe 57 regroupements et organismes qui, à eux, représentent quelques 4000 organismes communautaires répartis à la grandeur du Québec. Alors, c'est un gros interlocuteur, c'est un gros organisme qui est ni plus ni moins l'interlocuteur privilégié au gouvernement en tout ce qui a trait à l'action communautaire autonome. D'accord. Alors, c'est quoi les enjeux qu'ils défendent? C'est quoi sa raison d'être, en fait? La raison d'être, ce sont les organismes et les réseaux et les regroupements qui se sont mis ensemble pour pour créer l'outil du réseau. Et le principal, c'est promouvoir l'action communautaire autonome comme une façon d'intervention des citoyens pour régler leurs propres problèmes dans la société à travers le Québec. Donc, c'est défendre et promouvoir les intérêts des organismes, favoriser la consultation. On se consulte dans ce regroupement-là, on se concerte, on se mobilise et c'est de cette façon-là qu'on arrive face à un gouvernement pour défendre de toutes petites organisations sur le terrain, toutes petites, des fois elles sont pas si petites, mais souvent elles sont petites, et en les regroupant, on arrive à tenir tête ou enfin à tenir la place du communautaire face à un gouvernement qui, lui, gère des institutions, des réseaux scolaires, des réseaux d'hôpitaux, tandis que le communautaire, en se regroupant, a une force sérieuse. Alors, de 19 au 25 octobre, c'est la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. Quel est l'objectif, en fait, la spécificité aussi de célébrer durant cette période très difficile de la pandémie? Nonobstant la pandémie, parce que c'est une semaine qui est valorisée, qui est faite depuis plusieurs années, quand on valorise le travail qui est fait par les organismes communautaires autonomes, c'est une semaine où on se donne le temps d'arrêter et de regarder que c'est grâce à ces luttes sociales-là, parce que considérons que dans le communautaire autonome, il y a les luttes sociales et la défense des droits. Et dans les dernières années, on regardait les droits qu'on a acquis, qui ont été acquis grâce à la mobilisation du communautaire. Donc, la semaine sert à noter ça. Lundi, cette année, plus particulièrement, le réseau a lancé son sondage d'opinion qui démontre que
Bien entendu, un sondage d'opinion qui se fait cette année, bien les gens ont souligné comment les organismes communautaires sont intervenus, ont été agiles, étaient sur le terrain, ont innové, ont changé les règles, ils ont bougé pour servir la population parce qu'ils sont proches du citoyen. Ce sont les premiers intervenants. Aussi, jusqu'à date, comme à chaque année, le réseau rencontre les élus pour parler des défis que l'on a dans le communautaire et sensibiliser nos élus qui sont ni plus ni moins la voix des changements législatifs au Québec. Donc, on mobilise nos élus. Cette année encore, les rencontres ont eu lieu par Zoom, mais à chaque année, le réseau rencontre les élus parce qu'il faut passer par les élus pour faire changer les lois. Et vendredi, au niveau national, il y a le lancement de l'Observatoire de l'action communautaire autonome, qui est un observatoire qui a été mis en place, financé entre autres par les fondations, qui a été mis en place dans la foulée de la pandémie pour pouvoir suivre et comprendre l'impact de la pandémie à court, moyen et long terme sur le développement de l'action communautaire autonome en tant que mouvement de mobilisation de citoyens. Vous avez parlé de valorisation. Selon vous, pensez-vous que le milieu communautaire ou les organismes ils sont assez valorisés, que ce soit par les gouvernements ou bien par la population en général? Assez valorisé. Vous savez, souvent, ce qu'on aime, on le prend pour acquis. Ce qu'on a pour acquis, je pense que ce que peut-être que le gouvernement et la population comprennent pas, c'est que le communautaire est issu de la mobilisation des citoyens, est issu des besoins. Et c'est eux qui... c'est par la demande de ces organismes-là que auquel le gouvernement doit répondre pour intervenir auprès de la population, plutôt que d'intervenir avec des grands réseaux de services. Donc, est-ce que c'est suffisamment valorisé? Certainement qu'il y a plein de bénévolats qui se donnent. Donc, les Québécois sont dans les organismes, s'investissent, donnent du temps. Donc, il y a une large part. Et quand on regarde le sondage, la population est derrière les services du communautaire. Alors, et disons que cette année encore plus, on a entendu plus d'une fois le premier ministre et plusieurs ministres dans chacune de leurs filières, parce que du communautaire, vous savez, il y en a en environnement, il y en a en défense des droits, il y en a en éducation, bien sûr, il y en a dans le monde de la famille, il y en a dans le monde de l'interculturel, il y en a dans toutes les sphères d'intervention. Alors, c'est vraiment, quand on parle de la CA, c'est peut-être parce que c'est général, donc c'est moins facile à concrétiser, mais quand on parle d'organismes de coin de rue, de centres d'action bénévoles, de maisons des jeunes, de maisons de la famille, quand on donne les exemples concrets, le club d'emploi, l'éducation populaire, l'alphabétisation, quand on regarde nos organismes, c'est souvent on connaît la qualité du service qu'on y retrouve, mais on comprend pas trop qui sont dans le communautaire et qui sont toujours précarisés, qui sont toujours dans la lutte. Oui. Donc, on ne comprend pas parce qu'on y trouve un réconfort, on y trouve les popotes communautaires, on y trouve les banques alimentaires, on y trouve finalement les services dont les citoyens ont besoin. Alors, au-delà de la reconnaissance peut-être de la population, qu'est-ce que les organismes communautaires demandent du gouvernement? Vous savez, la pandémie n'a fait qu'exacerber ce qui était vrai avant. Donc, il y a toujours la question du sous-financement. Mais la question du sous-financement, derrière plus d'argent, c'est aussi on l'a écrit la semaine dernière, de diminuer les règles de financement, de diminuer les procédures avec des petits programmes qui durent 2 mois. Dans le monde de la famille, le ministre de la Famille a été généreux, il a donné 5 millions aux organismes, mais c'était juste pendant la période estivale jusqu'au 31 août. On expliquait au ministre que la pandémie risque de procéder et de durer plus longtemps. Fait que ce sont parfois des petits irritants comme ça qui font que les organismes ne vont pas chercher la subvention ou finalement ont une procédure administrative supplémentaire pour un petit montant d'argent qui vient suppléer un montant d'argent qui est parfois très insuffisant.
Notons aussi que actuellement le communautaire se ramasse devant un fait où les levées de fonds ont été impossibles. Donc, en général, le gouvernement demande de l'autofinancement. Alors, cet autofinancement-là, cette année, a été chamboulé, est impossible. Donc, comment les organismes vont finir boucler leur budget. Ensuite, puis boucler le budget dans un organisme communautaire, c'est payer des salaires. Là. On se comprend. Là. L'argent va au salaire, puis aux infrastructures, aux bureaux, mais c'est 80% des salaires. Donc, les levées de fonds ont été diminuées. Les besoins ont augmenté. Les coûts pour offrir avec les masques, les procédures, des ratios plus petits quand c'est le temps des services de halte garderie dans les organismes communautaires familles. Donc, tout ça a changé, l'adaptation, l'ordinateur. Donc, tout ça a changé. Un atelier qu'on pouvait faire avec 16 parents en avril, on peut le faire avec 8 parents. Donc, il faut doubler pour répondre aux mêmes besoins. Alors, il y a une augmentation des coûts et une diminution des revenus. Et une augmentation des besoins. Fait que c'est la quadrature du cercle et il faut que le communautaire fasse partie des solutions parce que au Québec, c'est notre signature culturelle. On est une communauté on est une société qui utilisons les organismes, qui les dynamisons et qui les créons pour intervenir auprès des gens, pour aider souvent les plus démunis. Peut-être, Madame Simard, brièvement, votre regroupement, la Confédération des organismes familiaux de Québec, est membre de ce réseau québécois de l'action communautaire. Comment vous contribuez à l'avancement de l'action communautaire? En le valorisant, en aidant de près, mon travail consiste à aider de près les organismes. Pendant le temps de la pandémie, on avait des rencontres avec les gestionnaires de chacun des organismes qui, eux, sont souvent devant des conseils d'administration qui sont faits bénévoles. Donc, ça a été un printemps très anxiogène. On ne savait pas trop. Disons que dans le monde de la famille, le ministère de la Famille a été très rapide et le ministère et le ministre ont été très rapides à répondre et à stabiliser les organismes familles pour dire on ne touchera pas à votre financement. On se souviendra que les portes ont fermé le 13 mars et ils ont très, très, très rapidement, la semaine d'après, envoyé une lettre pour dire on ne touchera pas à votre financement. Vous allez recevoir votre financement. Votre premier chèque va arriver en avril et tout ça, c'est fait. Donc, ça, on doit lever le chapeau au ministre parce que je lui expliquais que un peu plus tard, quand la poussière a un peu retombé, que si les organismes ont été capables de répondre à la demande de la pandémie et d'adapter les ateliers, d'adapter les rencontres avec les parents, d'adapter les rencontres avec les enfants et de faire toutes ces adaptations-là, c'est parce que le financement va à la mission. Quand le financement va à un projet d'intimidation intergénérationnel, par exemple. Alors, je lui expliquais que les maisons des grands-parents, les maisons de la famille, les maisons des jeunes, ce sont des organismes qui ont bougé, mais qui ont été capables de bouger parce que l'argent va à la mission. Alors, si la mission a changé à cause de la pandémie, fondamentalement, la mission n'a pas changé, aider le monde, mais la façon d'aider le monde. Donc, quand le gouvernement subventionne les organismes à la mission, il remet le pouvoir entre les citoyens de déterminer que c'est la bonne façon, le bon moyen, le bon véhicule qu'ils utilisent à l'heure actuelle pour aider les familles là où elles sont rendues sur leur territoire. Et c'est de leur laisser la responsabilité de déterminer. Alors, si c'est des familles qui sont précarisées par le travail, ben ça sera peut-être tout d'un coup de travailler collectivement pour venir plus avec l'aide alimentaire. Si ce sont des familles, vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est à la mission, c'est à un petit regroupement de répondre rapidement à un besoin changeant. Et les besoins sont changeants. Vous vous imaginez? Les parents sont ramassés avec les enfants sans école du jour au lendemain. Qu'est-ce qui allait arriver? Est-ce que c'était 2 semaines? Est-ce que c'était 1 mois? Est-ce qu'on fait les enfants qui ont plus de risques d'être malades? Alors, toute cette anxiété-là, les parents avaient besoin d'avoir des lignes d'écoute, d'avoir des gens en qui ils ont confiance, à qui ils peuvent parler. Ils se sont inventés des Zooms, ils se sont inventés des rencontres sur les balcons. Il y a eu une foison d'idées. L'intergénérationnel dans nos maisons des grands-parents, comment tout d'un coup, on ne pouvait plus rencontrer. Alors, il y a eu des maillages avec du maintien d'aide aux devoirs à distance à travers des ordinateurs, comment
ça a été, mais ça, c'est parce que les organismes et les citoyens qui s'impliquent, qui travaillent dans les organismes communautaires, ont la responsabilité d'offrir de l'aide et ils s'adaptent sans demander la permission puis demander un changement de norme. Merci beaucoup, Madame Simard. C'est tout le temps qu'on a et j'espère vous recevoir une autre fois. Merci. Alors, je rappelle que du 19 au 25 octobre, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome organise la semaine nationale de l'action communautaire autonome. C'est une façon de reconnaître et de valoriser le travail des organismes communautaires. Merci beaucoup. Merci, M. Baron. Au plaisir. Bonjour mesdames et messieurs, toujours la suite de notre programme Racine en direct de 102.3 FM. Alors, on célèbre au Québec la semaine québécoise des rencontres interculturelles et j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone M. Lénine Nankassa-Bocal, entrepreneur social, fondateur, coordonnateur du Cabaret de la diversité, instigateur du mois de l'histoire des Noirs au Bas-Saint-Laurent. Monsieur Bocal, bonjour. Bonjour, monsieur Baron. Alors, vous êtes à l'origine de plusieurs réalisations qui ont pour but la promotion de la diversité et le vivre ensemble, dont notamment le Cabaret de la diversité. Parlez-nous de votre initiative. Merci d'abord pour l'invitation, merci pour cette belle opportunité. Il me fait grand plaisir effectivement de parler du Cabaret de la diversité en cette semaine, la 18e semaine québécoise des rencontres interculturelles. Donc le Cabaret de la diversité à la base c'est une initiative citoyenne qui se veut de promouvoir le vivre ensemble et célébrer la diversité dans toutes ses facettes. Et quand on parle de diversité chez nous, il ne s'agit pas juste d'une diversité ethnoculturelle, raciale, religieuse, de genre ou autre. On se veut effectivement de célébrer la diversité, comme j'ai dit, dans toutes les facettes. Parce que nous on part du fait que chaque humain a un potentiel, mais que si aussi la société ne met pas cette dernière l'humain dans les conditions optimales où la personne peut déployer son potentiel, c'est cette même collectivité qui n'en bénéficie pas. Donc il s'agit d'une invitation à revenir à l'essence de nos êtres. Et je saisirai d'ailleurs même l'occasion pour préciser que c'est même une opérationnalisation du concept d'intégration comme une responsabilité partagée. D'accord. Oui, alors dites-moi, dans le cadre de cette semaine québécoise des rencontres interculturelles, vous organisez plusieurs activités pour la promotion de vivre ensemble. Quelles sont peut-être les activités ou les événements phares que vous avez organisés, que vous organisez? Merci pour. Donc, effectivement, le Cabaret de la diversité est même très fier de se joindre au ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration pour souligner cette 18e semaine québécoise des rencontres interculturelles. Et le Cabaret de la diversité a prévu donc 3 grandes activités, si je peux le dire, dont d'ailleurs hier, on a eu la table ronde virtuelle Ensemble tous humains, qui se voulait donc un dialogue interreligieux et interculturel. On a eu l'honneur d'avoir reçu comme panéliste l'archevêque du diocèse de Rimouski,
Monseigneur Denis Grondin, on a eu l'imam de la mosquée de Rimouski, Issa Matou Goda Nasser, le porte-parole de la communauté juive de Québec, M. David Weiser, une religieuse, la religieuse des sœurs de la congrégation des sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, Victoria Coelho. Le tout a été aussi animé par Samira Laouni du corps, un organisme de communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel, ainsi que Madame Annick Ouellet, une artiste. Et quelles sont la conclusion que vous avez retenue? Comment? Les conclusions que vous avez retenues de cette rencontre? L'humanité, le respect, l'envie d'aller à la découverte de l'autre, ce fut un échange vraiment très, 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 très enrichissant. Et qu'au-delà de toutes ces diversités, d'abord réunir autant de personnes d'obédience religieuse où des fois on se bute à la diversité, à cette différence, surtout même des fois religieuse. Il en est sorti l'humain. Et je pense que la table ronde avait bien porté son nom, ensemble, tous humains. Et qu'en vérité, tout le monde partageait même ce même rêve. De léguer à nos enfants un monde meilleur, d'amour, de tolérance, d'équité, de justice et de mieux vivre ensemble. Moi, hier, c'était plaisant de voir tout ce monde réuni, aussi divers, et avoir ce souhait, cette ferme intention de co-construire un monde meilleur. Et nous poursuivrons aussi même dans la même lancée, jeudi, c'est-à-dire demain, on aura donc aussi une table ronde virtuelle sur le thème de la sous-représentation des autochtones et des personnes racisées, un débat de société qui verra la participation de M. Doudou Sow, un sociologue expert en employabilité et gestion de la diversité, Mme Dorothy Alexandre, la première spécialiste et coordonnatrice externe. Oui. Au niveau du volet inclusion des communautés chez Radio-Canada, Mme Odile Joannette, la directrice générale de Wapikoni Mobile. On aura M. Michel Lagacé, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et aussi en même temps le président de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent. Et avec le grand privilège, la table ronde sera animée aussi par Mme Joanne Fournier, qui est journaliste chez Le Soleil. Donc, l'intention de le cabaret de la diversité, c'est ça aussi, c'est de multiplier les espaces et les occasions de rencontres, d'échanges, de partage d'informations, de réseautage, et en abordant effectivement donc ces grands enjeux du vivre ensemble. Parce que des fois, comme je le dis, on ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas. On ne peut pas se connaître si on ne se rencontre pas. Chacun fait le pas vers l'autre. On se rencontre, on se connaît, on se découvre et on vit ensemble. Donc, il demeure pertinent de créer ces espaces de rencontre. Aujourd'hui, même si oui, avec la pandémie, on ne peut pas de façon physique le faire, mais on s'adapte et même virtuellement aussi, on continue à créer et à multiplier les espaces, les occasions de rencontre qui permettent d'engager le dialogue, qui permettent donc d'aller à la rencontre de l'autre, de la découverte de l'autre et s'enrichir de nos différences. Par la même occasion aussi, tout au long de la semaine québécoise des rencontres interculturelles, il y a aussi un projet de photographie virtuelle en collaboration avec notre grand photographe M. Michel Dompierre, où il s'agit, on a voulu visiter, scruter la diversité ethnoculturelle à travers l'œil d'un photographe. Donc, il ne s'agissait pas donc de faire juste une juxtaposition de photos, de portraits de personnes issues de la diversité, mais plutôt immortaliser, si vous me le permettez l'expression, immortaliser la rencontre interculturelle. Parce que je pense que, quoi qu'il en soit, quotidiennement, il existe de belles rencontres interculturelles dont on ne parle pas beaucoup,
Des fois, on a tendance à parler de ce qui ne va pas. Oui, il faut en parler. Des fois aussi, je pense que célébrer les bons coups, célébrer les belles choses. On va suivre ça avec... On est beaucoup aussi dans cette approche. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, M. Bocal. Dites-moi, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Vous avez vécu à Montréal avant de s'établir dans la région de Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a une différence de vivre la diversité entre Montréal et les autres régions? Oui, effectivement, une très grande différence. D'habitude, je dis que Montréal est multiethnique, mais il est difficilement interculturel. Tandis qu'en région, c'est forcément interculturel. Ce n'est pas, par exemple, juste la petite poignée de Sénégalais qui est ici établie à Rimouski, qui se retrouve en un quartier juste, par exemple, sénégalais. Donc, on n'a pas le choix de se mélanger avec la société d'accueil et oui, effectivement, Alors, vous êtes en train de dire qu'il y a des ghettos à Montréal? Interculturalité. Oui, à l'époque, par exemple, à Montréal, c'était plutôt sécurisant parce qu'il y a une forte présence de la communauté. Donc, quand on vient d'arriver, ce réseau est très, très, très important, ça sécurise. Mais aujourd'hui, peut-être après plus de 10 ans au Québec, je me sens très, très, très bien en région à bien des niveaux. Et ne serait-ce que de par la qualité de vie. Il y a bien des choses que moi je me plais énormément bien ici, personnellement, d'être à côté du fleuve. Moi, le fleuve fait partie de mon identité. Je suis né au bord d'un fleuve, le fleuve Casamance au Sénégal. Aujourd'hui ici, donc j'ai grandi avec l'air salin et tout, donc c'est sûr et certain que le fait de, quand même quand j'habitais à Montréal, oui, il y avait cette sécurité comme je disais, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Personnellement, le Bas-Saint-Laurent a réveillé en moi tous ces souvenirs d'enfants parce qu'il y a des choses dans la vie qui ne se perdent pas, le goût, les odeurs et tout. Donc personnellement, le Bas-Saint-Laurent a réveillé en moi, comme j'ai dit, ces souvenirs d'enfants. Et des fois, peut-être que, contrairement à ce que l'on peut penser, les régions ne sont pas réfractaires à cette diversité culturelle. D'ailleurs, même l'exemple que je donne des fois, le premier maire que le Québec a connu n'est pas issu de Montréal. C'est plus mais les choses changent. Donc, ça en dit long aussi. J'invite donc même les personnes issues de l'immigration à oser des fois même aussi sortir un peu, à visiter le Québec. Il est beau, il est grand. Donc, de parcourir le terroir. Et bienvenue à qui voudra bien. Bienvenue dans le bas du fleuve, bienvenue au Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup, M. Bocal. Peut-être brièvement, vous êtes finaliste de l'obtention du prix Charles Bédol du ministère de l'Immigration. Très brièvement, qu'est-ce qui représente pour vous cette nomination? Juste le seul fait d'être nominé est en soi me touche énormément. C'est une reconnaissance qui me touche beaucoup. Et je saisis donc même l'opportunité à remercier toute personne ou institution qui de près ou de loin a contribué à chacun des projets ou bien initiatives que j'ai proposées à ma collectivité d'accueil, désormais devenu un coin de pays, le Bas-Saint-Laurent. Mais aussi, je pense que oui, c'est pertinent. C'est pertinent, oui, effectivement, de souligner l'apport des personnes immigrantes, l'apport de ces personnes venues d'ailleurs qui contribuent au développement, que ce soit social, économique, politique. Les immigrants, j'aime à le dire, l'immigration n'est pas du tout un fardeau. Au contraire, c'est une très belle valeur ajoutée. Donc, merci beaucoup, M. Bocal. De souligner cet apport. Merci beaucoup, M. Bocal. C'est tout le temps qu'on a. Alors, j'espère vous recevoir une autre fois. Au plaisir. Oui, salutaire. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM.
Alors, rebonjour. Vous savez, l'accessibilité à la justice, c'est un facteur important pour l'égalité, surtout pour les personnes marginalisées. Justice Pro Bono est parmi ces acteurs qui contribuent à rendre l'information juridique accessible à la population. J'ai avec moi Maître Pascal Rémillard, chargé de projet chez Justice Pro Bono. Bonjour Maître. Oui, bonjour M. Baron. Alors, avant peut-être de parler des services que vous offrez, j'aimerais ça peut-être que vous nous présentez la mission et les objectifs de Justice Pro Bono. Oui, bien sûr. En fait, Justice Pro Bono est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2008. Dont la mission est de mobiliser la communauté juridique, donc que ce soit notaire, avocat, parajuristes, à donner expertise et temps aux citoyens et citoyennes, aux OBNL québécois qui n'ont pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques. Donc, on a différents programmes pour ce faire. On a là, notre programme phare qui est celui des causes d'intérêt public, qui est vraiment une bouée de sauvetage pour les personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, mais qui ne sont pas non plus en mesure là, de payer les services d'un avocat ou d'une avocate. Donc, si leur dossier est fondé en droit, à ce moment-là, on les jumelle avec un avocat ou une avocate bénévole qui pourra prendre en charge le dossier complètement gratuitement. On a aussi le premier partenariat médico-juridique avec l'hôpital de Montréal pour enfants. Malheureusement, avoir un enfant malade peut aussi entraîner là, des problèmes juridiques pour les parents, puis souvent ceux-ci n'ont pas les moyens de payer les services d'un avocat ou d'une avocate. Donc, nous, on a une avocate qui, avant pandémie, était présente 2 jours par semaine à l'hôpital. Maintenant, ça se fait à distance, mais elle est toujours présente là, pour aider ses parents et ce, là, encore une fois, complètement gratuitement. On a aussi plusieurs cliniques juridiques. On a la clinique juridique avec Médecins du Monde. Mm-hmm. On a une clinique juridique mobile au Nunavik qui se déplace là avec des avocates et notaires bénévoles pour aller à la rencontre des communautés autochtones pour donner notamment là, de l'information et conseils juridiques. Puis finalement, on a Porte 33, notre programme en matière familiale qui offre là, notamment une clinique socio-juridique aux parents au processus de séparation. Oui, on va y arriver. Donc, c'est vraiment à travers là, différents programmes qu'on propose des actions concrètes qui ont là, réellement un impact dans le quotidien des gens pour toujours là, offrir un meilleur accès à la justice à tous et toutes, et ce, là, partout au Québec. Vous avez parlé de l'accès à l'aide juridique. Est-ce qu'il y a des cas où les personnes, ils n'ont même pas accès à l'aide juridique? Oui, effectivement. L'accès à l'aide juridique, malheureusement, c'est souvent là, soit pour les plus pauvres d'entre nous, monsieur et madame, tout le monde, souvent, il n'y a pas accès. Il y a tout d'abord là, le critère financier. Donc, il faut en fait là, qu'on rentre là, dans les barèmes qui sont malheureusement très bas. Là. Une personne qui travaille à 15 $ de l'heure à 40 heures semaine, souvent, n'y est pas accessible. Sinon, ben c'est pas tous les litiges aussi qui sont couverts par l'aide juridique. Mm-hmm. Donc, souvent, en matière familiale, en matière criminelle, c'est couvert par l'aide juridique si on respecte les critères financiers. Mais si, par exemple, on veut poursuivre une personne au civil, obtenir une somme d'argent pour être dédommagé, mais ça, c'est pas couvert par l'aide juridique. Donc, malheureusement, quelqu'un qui n'a pas les moyens de poursuivre, qui ne peut pas se payer les services d'un avocat, elle ne sera pas non plus admissible à l'aide juridique. Donc, on rentre dans un vide. Là. Cette personne-là, souvent, ne pourra même pas prendre de recours parce qu'elle n'a pas les ressources pour. Oui. Vous avez mentionné votre programme Porte 33. De quoi il s'agit-il? Mm-hmm. Puis, à la base, Porte 33, son nom fait référence à l'article 33 du Code civil du Québec qui prévoit que les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt. Donc, le programme vise à offrir des ressources juridiques, mais aussi psychosociales aux familles qui vivent la séparation, toujours en gardant là, comme objectif l'intérêt de l'enfant. Donc, on vise, oui, l'amélioration à l'accès à la justice en matière familiale, mais aussi l'atténuation de l'impact de la séparation dans la vie de l'enfant. Donc, on a différents volets, dont principalement notre clinique juridique qu'on appelle en fait la clinique socio-juridique. C'est un service qui est offert gratuitement aux parents qui vivent une séparation. On leur offre une rencontre individuelle de 45 minutes avec un avocat ou notaire bénévole et une intervenante sociale. Donc, c'est vraiment ce qui nous distingue là, des autres cliniques.
il y a toujours une intervenante ou un intervenant lors des rencontres qui accompagne le juriste pour offrir un aide psychosociale. Donc, le but, c'est de permettre un meilleur accès à la justice, notamment en donnant de l'information juridique aux parents, de lui expliquer la loi, les procédures juridiques, de lui expliquer les ressources juridiques, puis les modes alternatifs de résolution de conflits, mais aussi d'envisager les ressources en dehors du système judiciaire. Donc, on le sait, une séparation a des conséquences juridiques, mais il y a souvent beaucoup plus, puis c'est malheureusement souvent l'enfant qui en souffre. Donc, Porte 33, l'objectif, c'est d'informer le parent au niveau juridique, mais aussi psychosocial, là, afin de minimiser l'impact de la séparation sur l'enfant. Avant la pandémie, les rencontres se faisaient en personne dans les organismes familles. Maintenant, ça se fait de manière virtuelle, mais le fonctionnement demeure le même. C'est 45 minutes avec un avocat ou notaire et une intervenante sociale. Puis par la suite, là, on encourage le parent à garder un lien avec l'intervenant si besoin. Mm-hmm. Puis aussi, toujours là, dans le cadre de Porte 33, on a créé un livre électronique qui s'appelle « S'orienter dans la séparation familiale », qui est vraiment là, une superbe ressource pour le parent qui vit une séparation. Donc, on parle comment accompagner l'enfant dans la séparation, le budget, la coparentalité. Donc, c'est vraiment une belle ressource. Là, vous pouvez la consulter gratuitement sur notre site internet justiceprobono.ca. C'est un bon outil pour les parents là, qui se séparent ou qui pensent à se séparer. Mais le service, il n'est pas un peu proche de la médiation, un peu se séparer à l'amiable La médiation, ça va être avec un médiateur accrédité. Il va y avoir les deux parties, donc les deux parents qui vont essayer de trouver une solution. Ici, en fait, c'est vraiment principalement avec le parent seul. Donc, la mère ou le père qui vient consulter l'avocat et l'intervenant pour connaître là, les ressources. Effectivement, l'avocat va pouvoir là, proposer une de ces solutions-là, la médiation aux parents. La plupart de nos avocats bénévoles aussi sont médiateurs accrédités. Donc, il va pouvoir proposer des solutions aussi aux parents. Mais vraiment, souvent, les rencontres se font seules, là, un parent seulement et non pas les deux. D'accord. Et comment les parents peuvent participer à votre programme? Oui, en fait, c'est très simple. Là. Ils peuvent s'inscrire au justiceprobono.ca dans la section Porte 33. On a un court formulaire là, à remplir. Nous, sur réception de ce formulaire-là, on communique avec le parent. On leur offre là, un jour et une heure là, pour participer à notre rencontre. On leur envoie le lien pour se connecter là, à notre plateforme virtuelle. Puis c'est à tous les mercredis après-midi. Donc, super rapide. Là, en une semaine, là, normalement, ils peuvent avoir un rendez-vous. Merci beaucoup, Maître Rémillard, chargé de projet chez Justice Pro Bono. Au plaisir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Un grand merci, mes chères auditrices, chers auditeurs, d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis, on vous donne un rendez-vous à la semaine prochaine. Mais avant, j'aimerais ça aussi remercier mon cher René à la régie, mes deux formidables recherchistes, Huda et Rawan, et la belle équipe technique, Zakaria et Ali Hadri. Merci beaucoup, au plaisir de vous.